Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Diagnostic. Saha Aidkom, kul aam wa antum bkhair, ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique médicale. Pendant l'Aïd, beaucoup de familles célèbrent cette fête dans la convivialité et le partage. Mais cette occasion s'accompagne de nombreuses habitudes alimentaires et pratiques qui peuvent avoir un impact sur notre santé. Alors, excès de consommation de viande rouge, hausse de cholestérol, crise de gouttes et même le risque infectieux lors de la manipulation de viande, autant de sujets que nous allons aborder ce soir avec nos invités que j'ai le plaisir de recevoir. Docteur Azoun Assia, donc vous êtes maître assistante en médecine interne au CHU Blida. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, docteur Gabi. Merci pour l'invitation. J'ai aussi le plaisir de recevoir docteur Boudoucha Houda, vous êtes hépato-gastro-entérologue en libéral. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Saha Aidkom. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'invitation également. Elle est là, votre médecin chroniqueuse, comme chaque semaine, à vous accompagner. Docteur Abdelmoumen Sarah, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Hided, bienvenue à nos invités. Alors, l'Aïd est un moment spirituel, familial et symbolique. Mais derrière cette fête, il y a une réalité que nous n'abordons pas souvent. C'est l'aspect émotionnel que peut avoir le moment du sacrifice sur nos enfants et même certains adultes. Nous allons aborder tout cela durant ma chronique. Nous allons aussi, à la fin de notre émission, répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Linda Teboul sur cette fête de l'Aïd. Côtelettes, brochettes, foie ou encore viande grillée durant l'Aïd al-Adha. La viande rouge s'impose au cœur des repas et des retrouvailles familiales. Mais derrière cette ambiance festive et cette table généreusement garnie, les spécialistes mettent en garde contre les risques d'une consommation excessive. Troubles digestifs, ballonnements, excès de matière grasse ou complications chez certaines personnes souffrant de maladies chroniques. Docteur Asma Atallah nous livre les bons réflexes à adopter pour profiter de l'Aïd tout en préservant son équilibre alimentaire. Durant cette fête, c'est connu que les Algériens vont consommer généralement beaucoup de viande rouge. Alors tout d'abord, la viande rouge, elle est très intéressante sur le plan nutritionnel. Elle est riche en protéines, en fer, en vitamine B12, qui sont excellents pour la santé. Mais c'est la surconsommation pendant ces jours-là qui pourrait engendrer quelques problèmes. Donc, notamment des ballonnements, une fatigue importante, une légère hausse de la glycémie, donc chez les diabétiques surtout. On peut avoir des hypertensions chez les gens qui sont hypertendus aussi. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'essayer de gérer plutôt les portions, d'accord, donc la quantité. Et donc, on va essayer de partager cette quantité sur la semaine et pas, par exemple, il y a des familles où la consommation pourrait atteindre 3 fois par jour, par exemple. Là, on est sûr qu'on aura des problèmes. Donc, c'est l'association de la viande déjà qui est très riche en calories, qui est très lourde sur le système digestif, avec encore des fritures et du sucre. Donc, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Assurer une bonne hydratation et rester loin de sucre et de tout ce qui est justement glucides, donc des pâtes. Je sais qu'il y a des régions en Algérie qui sont habituées à préparer, par exemple, des plats comme chouchoura. Donc, c'est des pâtes. Donc, chouchoura, c'est lourd déjà. L'associer avec de la viande rouge, donc généralement, ça pourrait nous engendrer quelques problèmes. La viande, on a aussi donc la quantité, mais pas que, c'est la qualité, c'est plutôt la façon de cuisson. Donc on a 2 façons déjà de cuisson qu'on nomme toxiques carrément, qui sont friture, qaliyan et grillade. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de faire noircir donc la viande, ou bien si vous préparez des grillades, tout simplement, donc il faut enlever la partie noirâtre. Éviter au moins les boissons gazeuses et les jus pendant ces jours-là. Essayez plutôt d'assurer une bonne hydratation, toujours associée avec des fibres donc pendant la semaine pour aider le système digestif à mieux digérer et rester en mouvement. Parce que la sédentarité aussi, manger et dormir ne va pas vraiment aider votre système digestif.
Entre convivialité, tradition et plaisir de partager, les spécialistes rappellent que l'essentiel reste de consommer avec modération afin de préserver son bien-être et sa santé durant l'Eid. C'était un reportage signé Linda Teboul, justement par rapport à toutes les habitudes alimentaires que nous avons pendant cette période de l'Aïd. D'ailleurs, tous les services d'urgence et aussi les consultations médicales voient une augmentation des problèmes de santé liés justement à ces mauvaises habitudes. Et justement, docteur Azoun, je commence avec vous. Donc, quelles sont les complications médicales les plus fréquentes que vous observez pendant cette période? Oui, en réalité, il y a une augmentation de nombre de consultants en période d'Aïd, surtout l'Aïd al-Adha, et on peut avoir, on va dire, deux types de complications, ou bien deux types d'accidents et d'incidents. Alors, le premier type, c'est les accidents domestiques, ou bien tout ce qui est traumatisme et tout. Donc, ça se voit dans les services d'urgence chirurgicale, il y a des blessures et qui peuvent parfois arriver à carrément des amputations de doigts ou bien de blessures graves. Donc, ça, c'est le premier type de complications, bien d'incidents qui peut arriver. Et puis le deuxième type d'incident, ce sont les augmentations de complications de maladies essentiellement cardiovasculaires. Donc on voit une augmentation donc de nombre d'accidents vasculaires cérébraux, augmentation donc de nombre de syndromes coronariens aigus et augmentation de crises de gouttes essentiellement donc pendant cette période. Et ceci à cause d'une consommation non contrôlée, on va dire, de quantité de viande et bien sûr tout ce qu'on rajoute de sel et de boissons gazeuses et tout. Tout à fait. Donc ce sont les habitudes, ce sont ces habitudes alimentaires que nous adoptons pendant cette période de l'Aïd qui vont exposer toute personne à ces risques, notamment le risque cardiovasculaire et aussi d'autres risques qu'on va aborder au cours de notre émission aujourd'hui. Alors justement, plusieurs repas, ils sont copieux pendant cette période. On a surtout la viande, on a la boisson gazeuse qui est à table, on a les repas parfois qui sont gras et il y a des troubles digestifs qui apparaissent chez certaines personnes. Donc, docteur Boudoucha, pourquoi déjà ces troubles digestifs augmentent autant pendant cette période de l'Aïd? Alors, pendant la période de l'Aïd, on a une consommation de viande, que ce soit les familles, soit ils vont sacrifier le mouton, ou bien ils vont acheter. Donc, la consommation, elle va se faire excessivement les 3 premiers jours de l'Aïd. Du coup, le tube digestif, il va être fatigué par cet apport important et généralement inhabituel de quantité de viande sur... ça peut aller jusqu'à 3 repas, comme vous l'avez bien signalé au VTR. Donc, 3 repas avec un apport protéique chez un sujet. Même s'il est normal, ça peut donner de l'indigestion, surtout si c'est accompagné de sauce, de piquant ou bien de boissons gazeuses. Donc, on aura rapidement un gonflement et un ballonnement qui va donner cette sensation de nausée, ballonnement, inconfort digestif. Des brûlures parfois d'estomac aussi. Voilà, il y a aussi le gras. Et parfois, quand on va chez la famille le 2e ou le 3e jour, ils vont nous servir du café, du thé avec des gâteaux. Oui. Donc, vous avez le sucre et les excitants qui vont ouvrir la bouche de l'estomac, si on veut dire. Voilà, pour la population générale. Oui. Voilà, et donc, ça va favoriser le reflux gastro-œsophagien. Tout à fait. Ça, c'est dans la population générale. Oui. Sans compter les malades qui ont une pathologie digestive chronique connue. Je cite les maladies inflammatoires des intestins. Quand elle est en rémission, on n'a pas de problème. On peut consommer des fibres et des viandes rouges sans problème. Mais quand ces patients-là sont en poussée de leur maladie inflammatoire, l'apport de viande rouge devient donc désagréable et parfois interdit en pleine poussée. Donc, il faut faire attention. C'est la maladie de Crohn. Voilà, et la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Oui. Il y a aussi un groupe de malades où la consommation excessive de protéines, notamment animales,
et peut-être dangereuse, ce sont les malades cirrhotiques. Les cirrhotiques qui sont décompensés, c'est-à-dire quand on a une fonction hépatique qui est effondrée, il faut limiter l'apport protéique, notamment en viande rouge, pour éviter de tomber dans le coma hépatique ou ce qu'on appelle l'encéphalopathie hépatique. Oui. Voilà. Donc c'est un problème au niveau du foie. Exactement, c'est une insuffisance hépatique. Donc là, le foie, il est malade, il y a de l'inflammation, qu'elle soit d'origine virale, métabolique liée à la stéatose ou auto-immune ou autre étiologie, par exemple une consommation d'alcool ou des hépatites médicamenteuses. À long terme, cette inflammation va évoluer vers la fibrose et cette fibrose, elle va donner ce qu'on appelle la cirrhose hépatique. La fonction du foie va être donc limitée. Et le foie, c'est l'usine, c'est le centre d'épuration à côté du rein. Et donc, tout ce qui est protéique et produit de dégradation des protéines va passer, au lieu qu'il soit épuré et éliminé dans les reins, il y aura ce passage, parce qu'il y a ce qu'on appelle une hypertension portale, et il y aura un passage directement du système qu'on appelle porte, qui vient des tubes digestifs et des intestins, directement vers le cerveau via des vaisseaux qui sont au-dessus du foie. Et ça donne ce qu'on appelle une encéphalopathie hépatique. Donc c'est déconseillé chez eux de consommer. La surconsommation. Il faut un apport, parce que sinon ils vont être dénutris, mais c'est un apport qui doit être donc modéré, et il faut toujours éviter la constipation chez ces patients. D'ailleurs, les patients cirrhotiques qui font de l'encéphalopathie, c'est des grades. Quand on a un grade, à partir d'un grade 1, on donne ce laxatif, c'est-à-dire ce traitement qui va induire une diarrhée ou bien qui va induire des selles qui sont liquides pour limiter ce passage de déchets vers le cerveau et éviter le coma. D'ailleurs, quand on travaille les journées de l'Aïd, les gens qui sont de garde dans les services d'hépatogastro-entérologie, ce n'est pas les hémorragies de ces cirrhotiques, ce n'est pas les infections, mais c'est surtout ces encéphalopathies. Toujours, durant la garde de l'Aïd, on a 2-3 cirrhotiques qui tombent dans un coma de façon brutale. En rapport avec cette encéphalopathie hépatique. Donc, c'était Dr Boudoucha, elle a répondu à plusieurs questions que ces patients qui sont à risque se posent pendant cette période de l'Aïd. Est-ce qu'il faut consommer cette viande rouge? Est-ce qu'il faut aller dans l'excès, ou bien juste une petite quantité peut suffire pour éviter toute complication, notamment digestive? On a aussi un autre problème rencontré pendant cette période, ou encore après cette période de l'Aïd, qui est le cholestérol, Dr Azoun. Donc il reste l'un des problèmes. Lors des consultations, tous nos patients, ils reviennent après l'Aïd avec un bilan complètement perturbé. Donc justement, comment la viande rouge influence-t-elle ou perturbe-t-elle le cholestérol dans notre corps? Absolument. Donc, pour la viande rouge, elle contient beaucoup d'oligo-aliments qui sont bénéfiques pour le corps, les vitamines, la vitamine B12, le fer, le zinc. Donc, elle nous aide à améliorer notre immunité et tout. Donc, il y a des bienfaits, et il y a aussi à côté ces acides gras saturés. Alors, les acides gras saturés, c'est eux qui vont faire ce mauvais, on va dire, côté de la viande. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la consommer, non. On va la consommer, mais avec des quantités bien précises et modérées. Donc, le cholestérol, le mauvais cholestérol, donc, va augmenter à cause de cette surconsommation, justement, de cet acide gras qui est saturé, et qui va provoquer une stimulation, justement, hépatique de sécrétion de ce mauvais cholestérol, ou bien ce qu'on appelle le LDL cholestérol. Alors, en général, donc, chez tout le monde, chez les personnes saines, donc, il faut consommer avec modération, mais ça ne va pas poser un grand problème. Mais par contre, chez les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire, notamment les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont déjà une dyslipidémie, les insuffisants rénaux, donc cette catégorie de patients, justement, va sentir ce mauvais cholestérol donc de façon importante, et les conséquences vont se voir dans les jours qui suivent, un bilan perturbé
perturbé. Et ce n'est pas uniquement un bilan perturbé, mais ce sont les accidents, donc les accidents cardiovasculaires, notamment les AVC et les syndromes coronariens, donc qui vont se majorer justement après ce déséquilibre du bilan lipidique chez ces patients qui sont fragiles. Tout à fait. Alors, je vais poser les questions sur le plan pratique. Donc, en Algérie, on a des plats vraiment qui sont gras. Lors de l'Aïd, il y a tous ces plats, bouzlouf, donc les grillades, les frites aussi. Donc, par rapport, quels sont les conseils pour ces patients, justement? Comment ils peuvent déjà limiter la consommation ou être plus intelligents en consommant cette viande rouge? Oui, effectivement. D'ailleurs, sur le plan viande, donc toutes les parties donc du mouton ne font pas la même chose face au cholestérol. Donc, par exemple, pour la partie donc les côtelettes et tout, elles sont riches en acides gras saturés. C'est la partie la plus riche d'ailleurs. Et donc, il faut éviter de la consommer, surtout chez les personnes fragiles. Il faut consommer des petites quantités. Maintenant, les autres donc parties, par exemple le gigot, par exemple, il est moins riche en acides gras saturés. Il faut savoir une chose, une caractéristique de la viande rouge, de la viande de l'agneau, il n'y a pas que la graisse visible à l'œil. Donc, ce qu'on retire, oui, c'est de la graisse, mais il y a aussi de la graisse cachée à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut bien cuire justement cette viande pour faire sortir tout ce gras justement qui est caché et consommer cette viande de façon saine, on va dire, et également donc limiter les quantités et la fréquence de consommation pendant la semaine. Donc, comme ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, donc la quantité, donc c'est à peu près de 100 grammes à 220 grammes par repas. Et puis, ce n'est pas tous les jours, surtout chez les personnes fragiles. Donc, 2 fois par semaine chez les personnes qui sont avec un risque cardiovasculaire élevé, des dyslipidémies et tout. Il faut limiter cette consommation. On doit consommer de la viande, oui, pour les vitamines, oui, on doit la consommer, mais avec modération. Tout à fait. Donc, on va dire, la clé pour avoir une bonne santé, c'est rester au juste milieu, donc tout consommer, mais avec modération. Pendant cette période, donc, on a ce problème de cholestérol qui va se perturber. Aussi, les troubles digestifs, cités tout à l'heure par Dr Boudoucha. Et justement, les douleurs, elles peuvent être bénignes, mais il y a d'autres douleurs qui doivent inquiéter la personne. Donc, Dr Boudoucha, comment faire la différence entre une simple indigestion et un problème sérieux qui doit nécessiter une consultation en urgence? Alors, chez un patient sans aucun antécédent, c'est-à-dire quelqu'un qui ne souffre d'aucune pathologie ni digestive ni extradigestive, surtout sur plan métabolique, de diabète, HTA ou problèmes cardiaques. Pourquoi je cite les problèmes métaboliques? Parce que parfois le tableau peut mimer un tableau digestif. Des douleurs avec des vomissements chez un patient diabétique hypertendu, il faut toujours penser à l'origine cardiovasculaire, à l'IDM, parce que ça peut mimer un tableau digestif. Donc chez quelqu'un qui ne souffre ni de pathologie digestive connue, ni de pathologie cardiovasculaire ou métabolique connue, qui fait un abus donc de consommation de viande avec beaucoup de boissons gazeuses et qui se sent ballonné, une petite diarrhée parfois liée à cette modification de la flore intestinale, ou une petite constipation parce qu'il y a eu la prise d'excès de pain et un manque de fibres les jours de l'Aïd, qui disparaît au bout de 5-6 heures, maximum 48 heures, sans signe de gravité, sans vomissement qui ne s'arrête pas ou bien. Ça, c'est un inconfort digestif où c'est passager, il ne faut pas s'inquiéter. On peut prendre un traitement symptomatique et on prend un conseil au médecin de famille et une petite tisane. On met au repos notre tube digestif, c'est-à-dire on va arrêter de consommer ces viandes, une petite tisane, une petite soupe et ça ira. Quelqu'un chez qui les symptômes s'aggravent dans le temps, la douleur, elle est incessante, elle s'aggrave, il y a des vomissements, il y a une diarrhée profuse ou au contraire un arrêt des gaz. Là, la fièvre aussi. Voilà, la fièvre aussi. Là, il faut s'inquiéter, il faut consulter.
aux urgences. Il y a aussi la pathologie biliaire, quelqu'un qui a des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Soit c'est des calculs qui étaient connus mais qui étaient asymptomatiques et automatiquement le médecin n'a pas demandé au patient de se faire opérer parce que quand on a des calculs dans la vésicule qui sont tout gentils et qui bougent pas, ils sont asymptomatiques, ils sont découverts. Voilà, ils sont découverts à l'occasion d'un examen fait dans un autre but. Voilà, on appelle ça une découverte fortuite. Il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas les opérer. Mais si le patient, un jour, à l'occasion de la consommation d'un repas gras, par exemple dans la fête de l'Aïd, les côtelettes ou bien douara, les abats et tout, ça déclenche une douleur. Il faut savoir que la douleur d'origine biliaire, le plus connu, c'est d'avoir une douleur du côté droit, en bretelle, elle va aller vers l'épaule et vers le dos. Non, attention, c'est un tiers uniquement des patients qui font ce tableau. Le reste, les 2 tiers, ils vont faire des douleurs au niveau central de l'estomac, comme ça, au niveau de l'épigaste, dans la région centrale, avec des vomissements. Si cette crise, elle dépasse les 6 heures, on craint les complications, c'est-à-dire c'est une vésicule qui risque de s'infecter. Le calcul, quand il est petit, il risque de migrer. Oui. Il peut donner soit une jaunisse ou bien il va migrer dans le canal du pancréas et donner une pancréatite. Là, le tableau, la douleur, elle devient insupportable. Elle ne s'arrête pas malgré, elle vous dit, j'ai consulté à l'EPSP ou bien à l'hôpital en urgence, on m'a donné un calmant par voie injectable, mais malgré ça, j'ai toujours des douleurs. Là, il faut penser à l'origine biliaire et surtout la pancréatite parce que c'est une urgence qu'il faut diagnostiquer, arrêter de manger carrément et être pris en charge dans un service spécialisé. Tout à fait. Puisque vous avez parlé des calculs biliaires pour les gens qui ont enlevé la vésicule biliaire, donc les personnes cholécystictomisées, donc qu'est-ce qu'on conseille chez eux par rapport à l'alimentation durant cette période? Justement, ils se posent tous la question. Exactement. Alors, la vésicule biliaire, c'est le réservoir de la bile. Il ne faut pas imaginer qu'en faisant une cholécystectomie, on n'a plus de bile. Qui aide, dont le rôle est essentiellement la digestion des graisses, l'absorption des vitamines A, K, D et E qui nécessitent cette bile et ce gras pour être absorbé. Non, c'est uniquement un réservoir. Si on enlève le réservoir, les petits canalicules biliaires continuent à contenir de la bile et à libérer de façon continue. Et donc, la plupart des malades ne vont pas sentir cette différence. Oui. Mais si chez une minorité, on a cette diarrhée post-cholécystectomie qui apparaît chez les malades, surtout la première année. Donc, c'est des malades qui vous disent, soit au moment de Ramadan, le jeûne, juste après le ftour, ils ont cette diarrhée. C'est une diarrhée qui est liée à l'acidité des selles biliaires qui n'est pas tamponnée par le liquide habituel. Et donc, ça donne des diarrhées qui même peuvent brûler le malade. Il y a une sensation de brûlure. Oui. Voilà. Ou bien, lors de la consommation de gras, surtout la nuit, d'accord. C'est après le repas. Voilà, après le repas, ils vous disent que je ne tolère plus les graisses comme je le faisais avant. Oui. Donc là, chez ces malades, ou bien chez ces patients, parce qu'ils sont plus malades, ils n'ont pas de vésicule, mais ils peuvent mener une vie normale. Il faut juste limiter la quantité de graisse et éviter de la prendre trop tard et favoriser la consommation de fibres avec pour faciliter le transit, bien s'hydrater bien sûr avec de l'eau et non pas avec des boissons gazeuses ou bien parce qu'on a tendance de dire c'est le gras pour faire digérer, on va prendre des sodas. Non, c'est pas vrai. Vous allez aggraver la situation. Une des idées reçues. Exactement. Oui, exactement. Voilà. Donc cette période de l'Aïd, on rencontre plusieurs problèmes. On a parlé des problèmes digestifs, on a parlé des problèmes cardiovasculaires, le cholestérol aussi. Il y a un autre problème qu'on rencontre dans certaines régions qui est le kyste hydatique. Donc le kyste hydatique est un véritable problème de santé publique. Il s'agit d'une maladie parasitaire et justement, docteur Abdelmoumen, donc pouvez-vous nous expliquer simplement déjà qu'est-ce que le kyste hydatique et comment on peut l'éviter surtout? Oui, bien sûr, docteur Agabi. Alors le kyste hydatique, effectivement, il est encore présent dans notre pays, surtout durant des périodes où le sacrifice est fait. Oui. Surtout
l'Aïd al-Adha. Donc, c'est une maladie due à un parasite et ce parasite, il circule entre le mouton et le chien. L'homme, il a une place, c'est au milieu. Donc, du coup, l'homme a toute sa place, mais il est contaminé accidentellement par un chien qui est porteur du parasite ou des aliments souillés, mais jamais directement par la viande du mouton. Oui. C'est très, très important à connaître. Donc, la transmission se fait pas directement par la consommation de la viande du mouton. Donc, cette parasitose, donc, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle arrive dans le corps du patient? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des petites poches, ce qu'on appelle des kystes hydatiques. Et ils vont se développer sur différents organes, poumons, foie, parfois même le cerveau ou d'autres organes. Et le problème, c'est que c'est pas très symptomatique, ça évolue en silence, jusqu'au jour où le kyste se développe assez pour donner soit des douleurs abdominales ou des problèmes respiratoires selon la localisation du kyste. Et là, c'est grâce aux examens complémentaires qu'on peut faire un diagnostic, les prises de sang, l'échographie et une IRM ou un scanner pour vraiment poser le diagnostic. Le traitement sera des antiparasitaires, mais aussi une chirurgie ou drainage spécifique selon le cas et la localisation. Oui. La bonne nouvelle, c'est que ce kyste hydatique peut être évité de nos jours, surtout avec des simples gestes hygiéniques au quotidien par rapport surtout le jour de l'Aïd pour sauver votre vie, votre famille et aussi casser cette chaîne de transmission parce que c'est la base pour l'évolution de cette pathologie. Les gestes sont simples. Quand on a un chien ou même les chiens errants, ne jamais donner des abats crus aux chiens. Et si durant l'udhiya vous avez dans le mouton au niveau des poumons ou du foie des kystes ou des poches remplies d'eau, il faut jamais les manipuler sans être protégés. Et quand c'est des organes suspects, il faut les jeter mais pas dans la nature parce que les chiens errants vont les manger et le cercle va continuer, la transmission se continue. Donc du coup, il faudra les jeter d'une manière appropriée. On a toutes les prérequis pour ça. Durant la fête de l'Aïd, il y a le ramassage et tout ça. Donc, fermez le sac et les laisser pour les jeter directement. Aussi, se laver les mains après avoir coupé les viandes et aussi bien nettoyer soigneusement les ustensiles, le couteau, la plaque où vous avez coupé cette viande et surtout pour ceux qui ont des chiens domestiques, il faudra les vermifuger régulièrement pour effectivement couper la chaîne de transmission. De transmission, tout à fait. Alors, cette maladie qui, toujours, on la voit encore chez des personnes, on peut l'éviter justement avec les conseils donnés par Dr Abdelmoumen aujourd'hui. Il y a aussi un autre problème rencontré après les fêtes de l'Aïd, c'est cette crise de goutte, Dr Azoun. Donc, justement, qu'est-ce que la crise de goutte et comment on peut l'éviter aussi? Oui, la crise de goutte est secondaire à une augmentation de taux de l'acide urique, généralement dans le corps, dans le sang, et qui va s'accumuler généralement dans les articulations. Alors, il va causer une crise douloureuse au niveau des articulations. Généralement, c'est le gros orteil, mais il peut toucher toutes les articulations. Ça, c'est d'une part. Mais pourquoi on a cette augmentation de taux d'acide urique? Donc, surtout pendant ces circonstances, parce que tout simplement, on a augmenté les apports en purine qui vont être dégradés au sein du corps et donner cet acide urique. Donc, quand on augmente les apports, on augmente les entrées de façon très importante, de façon qui dépasse justement les capacités rénales, surtout si on n'a pas d'insuffisance rénale. Maintenant, si on a une insuffisance rénale, là, le problème est encore plus grave. Oui. Donc, quand on augmente ces apports, donc on va avoir un taux d'acide urique qui est augmenté, qui va s'accumuler dans les articulations et qui va donner cette fameuse crise de goutte. Oui. Non seulement qu'elle est douloureuse, mais également elle va déclencher une réaction inflammatoire au sein de l'individu et elle va augmenter généralement le risque cardiovasculaire. Ce qui a été retrouvé dans les études justement, c'est qu'on a plus de complications cardiovasculaires et d'incidents cardiovasculaires après des crises de gouttes et après plusieurs crises de gouttes chez ces patients. Donc le risque relatif peut atteindre 10 chez les femmes par exemple. Oui. Donc ça c'est d'une part. Donc soit augmenter les apports et donc par une consommation excessive de cette viande donc et de sources de protéines et tout.
ou bien augmenter. Mais ces apports peuvent être aussi augmentés par les boissons gazeuses. Hein, Oui. donc, c'est toute une assiette qui est là pour augmenter le Tout à taux fait. d'acide urique. Et puis, quand on a, par exemple, une porte de sortie, c'est le rein. Quand il est malade, quand il est altéré, il ne va pas dégager justement cet excès d'acide urique et donc il va faire accumuler cet acide et qui va donner justement ces complications et qui va retentir également sur la fonction rénale. Donc, Oui. quand on a un problème rénal, il faut faire attention. D'ailleurs, c'est le conseil qu'on donne à nos malades insuffisants rénaux, qu'ils soient diabétiques, hypertendus ou même dyslipidémiques. Oui. Donc, de consommer la viande également de façon modérée, de façon généralement calculée. Et la viande rouge apporte une très grande quantité justement de purine. Surtout la viande d'agneau, elle ramène une quantité importante de purine qui va augmenter justement ce taux d'acide urique qui va donner par la suite ces complications. Alors chez l'insuffisant rénal, ce n'est pas à bannir. Je dis bien ce n'est pas à bannir parce qu'on a toujours besoin de ces vitamines, mais c'est à consommer avec modération. Généralement, on va partager cette consommation de viande sur la semaine, pas uniquement sur la journée, mais sur la semaine, à côté, bien sûr, des autres sources de protéines et de purine, notamment les autres protéines végétales et les autres viandes comme tout ce qui est poulet et tout ce qui est autre viande, type de viande. Alors, à rajouter aussi que chez certains patients, certains médicaments, déjà, ils font augmenter cet acide urique, notamment quelques antihypertenseurs. Rajouter l'alimentation, donc tout ça va donner ces crises de gouttes, généralement, qu'on rencontre après l'AID. Absolument, c'est un cortège, surtout chez un patient qui est déjà malade. Donc, il y a la médication, les diurétiques, il y a la pathologie. Vous savez que le diabète, au cours du diabète sucré, quand on consomme encore des boissons sucrées et du fructose aussi, ça va augmenter également cet acide urique. Et donc, si on rajoute encore une surconsommation de viande, donc tous les facteurs sont là pour augmenter ce taux et causer cette crise qui va par la suite donner des conséquences quand même qui peuvent être sérieuses. Tout à fait. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas déjà pendant cette période comment consommer cette viande, la quantité. Est-ce qu'il faut manger le même jour pendant le déjeuner et le dîner? Donc, docteur Boudoucha, comment les personnes peuvent s'organiser par rapport à l'alimentation pendant ces jours de l'Aïd? Alors, je tiens à rappeler qu'une assiette doit être riche de fibres, Oui. une part de protéines et un peu de pain, très peu de pain ou bien de pâtes, si vous voulez, d'accompagnement. Il faut bien s'hydrater. La viande, elle a bien dit ma collègue, c'est des parts qui sont différentes, c'est-à-dire si on prend des côtelettes, c'est très riche en gras. Si on prend la partie du gigot ou bien une autre partie, elle est moins riche. Elle apporte beaucoup plus de fibres musculaires, des vitamines et une part protéique importante. Mais il ne faut pas abuser, il faut consommer avec modération selon le terrain, selon la pathologie. Si quelqu'un a une insuffisance rénale ou bien une insuffisance hépatique ou autre, la quantité doit être limitée et on ne doit pas dépasser un repas à base de viande. Oui. Pour les patients sans pathologie existante, il vaut mieux consommer la partie la plus lourde, c'est-à-dire les abats, tout ce qui est riche en gras la matinée pour bien digérer parce que généralement on prend notre déjeuner et on va qu'à nos occupations, c'est-à-dire soit on va faire le ménage, soit on va faire nos visites, donc on doit marcher, on doit consommer cette énergie. Mais si on va prendre ça le soir, tard, on a tendance à dormir et donc cette maldigestion qui s'installe. Du coup, il faut répartir ces prises et il faut éviter de manger tard. Et la partie la plus graisseuse ou bien la plus riche en graisse doit être prise la journée.
Tout à fait. Donc, c'était des conseils par Dr Boudoucha pour vous aider à consommer cette viande pendant l'Aïd en toute sécurité. Il y a aussi un autre problème rencontré ou une question qui revient chaque année par les femmes enceintes par cette infection qui est la toxoplasmose. Docteur Azoun, par rapport à cette infection parasitaire, les femmes enceintes se posent la question déjà pourquoi cette infection représente un danger pour la femme enceinte et quels sont les conseils pour éviter cette infection pendant l'Aïd. Oui, pour la toxoplasmose, là, c'est une infection également parasitaire, oui, mais le problème est tout autre par rapport au kyste hydatique, par exemple. Quand un mouton broute de l'herbe, par exemple, qui est contaminé par des déjections, bien sûr, de chats contaminés, il va justement être contaminé par les œufs et ce parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii. Alors, il va y avoir une formation de kystes au sein du muscle, des fibres musculaires. C'est la partie qu'on mange du mouton, c'est la viande. Donc, ces kystes, ils ne sont pas visibles, donc ils sont microscopiques. Donc, ils vont se développer au sein du muscle, et du muscle du mouton, bien sûr, et par la suite, l'homme va se contaminer. Essentiellement, ce sont les personnes fragiles, les immunodéprimés, la femme enceinte. Donc, ils vont se contaminer en consommant cette viande contaminée. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se contaminer, non. Il y a une partie de personnes qui vont se contaminer quand ils mangent cette viande qui est mal cuite, c'est-à-dire qu'elle est rosée, qu'elle est saignante. Oui. Donc c'est ça qui fait la gravité des choses. La viande peut être contaminée, mais on ne peut pas le voir visuellement. Tout à fait. Mais pour éviter cette contamination, il faut bien cuire la viande à cœur. Donc il faut qu'elle soit bien cuite pour pouvoir la manger de façon saine et sans risque. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, quand on manipule de la viande, justement, il faut se laver les mains, il faut nettoyer justement le plan de travail, les ustensiles, pour ne pas se contaminer. Parce que quand on coupe cette viande qui est contaminée, il y a toujours ces microkystes donc, qui peuvent se libérer et qui peuvent contaminer d'autres aliments. Si on coupe avec le même couteau de la salade, de la laitue, par exemple, on va la contaminer et on va manger un repas qui est contaminé sans se rendre compte. Exactement. Bien sûr, les femmes enceintes doivent faire attention sur ce point. Pourquoi? Parce que le risque de contamination, il est important, surtout quand elles ne sont pas immunisées. Parce que si on est immunisé, c'est notre immunité qui va nous défendre et qui va faire sortir justement ce parasite de notre corps. Par contre, quand on n'a pas cette immunité, le risque de contamination, il est très important. Et le passage justement à travers la barrière placentaire, il est présent, c'est un risque réel, et donc les conséquences sur le développement fœtal sont là. Donc c'est vrai qu'au premier trimestre, le passage il est moindre, mais les conséquences sont graves. Donc il peut y avoir des malformations, des atteintes neurologiques justement fœtales qui vont retentir juste sur la vie de ce fœtus s'il reste quand même vivant. Maintenant, au troisième trimestre, le risque de contamination il est beaucoup plus important, c'est-à-dire de passage il est beaucoup plus important, mais le fœtus il est bien formé, il peut combattre un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre, non, il faut consommer, mais il faut bien cuire cette viande. Ça, c'est d'une part, et nettoyer l'hygiène de vie, l'hygiène des mains. L'hygiène de vie est très importante. Elle nous permet d'éviter plusieurs maladies transmissibles, pas uniquement la toxoplasmose. Et donc, aussi, il y a d'autres conseils, éviction des chats. Il y a aussi par rapport justement au lavage les femmes, se posent la question, est-ce qu'elles peuvent laver les abats et tout pendant l'Aïd? Donc cette question, elle revient. Ce n'est pas uniquement le lavage, parce que ce n'est pas le lavage, il va nettoyer justement les surfaces et tout, mais pour se débarrasser justement de ce parasite de l'alimentation, il y a deux méthodes efficaces. Soit c'est cuire à fond, c'est-à-dire à plus de 65 degrés, ou bien c'est la température basse, donc c'est surgeler justement cet aliment pendant au moins 3 jours à moins de 12, voire même moins de 20 degrés. Ce sont les deux méthodes efficaces pour éliminer justement ce parasite, ce Toxoplasma gondii de l'alimentation. Sinon, c'est-à-dire une autre méthode serait moins efficace, mais
c'est plutôt l'hygiène de vie, c'est plus pour éviter la contamination et la dissémination de ce parasite dans l'entourage s'il est contaminé. Oui. Bien sûr, autre chose, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, hein, c'est éviter les chats, éviter donc parce que Laver c'est bien le les chat- légumes laver bien les légumes parce que c'est le chat qui est le réservoir, c'est-à-dire qui va donner ce parasite et qui va contaminer l'herbe qui va être consommée par ce mouton qui Tout à va fait. contaminer l'homme. Donc on doit couper toute la chaîne. Tout à fait. Donc, c'était des conseils pour éviter cette infection parasitaire. C'est pas toutes les femmes enceintes qui doivent être prudentes, mais c'est surtout les femmes enceintes qui sont pas immunisées par rapport à cette infection. Donc, elles doivent être prudentes tout au long de la grossesse et plus précisément cette période de l'Aïd. Alors, docteur Boudoucha, justement par rapport aux ballonnements abdominaux qu'on rencontre déjà pendant cette période de l'Aïd, il y a cette viande, il y a les boissons gazeuses, il y a les fritures, il y a tous les plats qui sont là. C'est des plats copieux. Donc, comment éviter les ballonnements pendant cette période? Comment éviter les ballonnements? Bien sûr, c'est toujours la quantité, elle doit être limitée. Il faut une activité physique adaptée à la consommation et une bonne hydratation. Il faut prendre beaucoup d'eau. Éviter les boissons gazeuses, les boissons sucrées. Les jus, il faut se dire que les jus, même s'ils sont des jus pressés à la maison, ils contiennent quand même du sucre et c'est ce sucre qui va être la matière de fermentation que vont utiliser les bactéries de nos intestins qui vont fermenter pour produire des gaz et cet excès de gaz qui va induire ce ballonnement et donner cette sensation d'inconfort digestif. Tout à fait. Voilà. Alors, avant de passer à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah, rapidement, Dr Azzoun, par rapport à la poussée hypertensive pendant cette période de l'Aïd. On reçoit beaucoup aux urgences des patients pour justement des chiffres tensionnels élevés. Donc, quelques conseils pour éviter ça pendant cette période? Justement, certains patients, pendant la fête de l'Aïd, oublient de prendre leurs médicaments. Tout à Ça, fait. c'est un problème. Deuxième problème, c'est rajouter du sel à chaque fois. Oui. Donc, c'est une tendance dans notre population, on ne peut pas le nier. On rajoute souvent beaucoup de sel sur la viande et donc ça fait quand même augmenter, faire une surconsommation de sel et donc augmenter les chiffres tensionnels. Donc, ce qu'on peut donner comme conseil à ces patients, c'est de ne pas oublier de prendre leurs médicaments. Ça, c'est très important, c'est primordial. Deuxième des choses, il ne faut pas rajouter beaucoup de sel. Donc ça, c'est un autre problème. Et le troisième conseil, c'est justement de faire une activité physique adaptée avec une bonne hydratation pour éviter l'accumulation de ces sels et cette rétention et tout. Et donc éviter l'augmentation des chiffres tensionnels qui risquent de donner des complications par la suite. Tout à fait. Et puis aussi, il y a pas que le sel de table, il y a les olives qui sont salées qu'on achète et aussi les fromages qui sont très salés, donc à éviter parce que ça peut donner une poussée hypertensive. Oui. Il y a aussi les boissons gazeuses aussi, donc parce qu'en réalité, le patient hypertendu, ce n'est pas une seule pathologie, on l'a toujours dit, Oui. c'est tout un risque. C'est un syndrome métabolique Voilà. généralement. C'est un syndrome, c'est tout un risque cardiovasculaire. Il faut faire juste un petit déséquilibre sur l'un de ces Tout à paramètres fait. pour développer une complication. Exactement. Alors maintenant, on arrive à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah, c'est à vous. Merci, docteur Widad. Alors moi, je vais aborder toute une autre approche. C'est l'impact émotionnel que va avoir l'action du sacrifice par rapport à la perception de l'enfant et voire même certains adultes. Il faut savoir que scientifiquement, le cerveau de l'enfant ne perçoit pas l'émotion du sacrifice en même temps, de la même manière qu'un adulte. Avant l'âge de 7 ans, la partie du cerveau qui va gérer l'émotionnel, quand c'est les amygdales, qui gère la peur et surtout la gestion du stress, est très développée à cet âge-là, comparaison à la partie du cerveau qui va aider la compréhension de l'aspect spirituel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Donc du coup, l'approche, l'enfant quand il va voir la scène ne va pas
chaque enfant, comme va l'apprendre, hein. Mais avant 7 ans, cette perception est très délicate et ça peut engendrer des traumatismes. Et comment il va réagir? Bah, il va pas comprendre parce que la veille, c'était son ami et maintenant, il voit du sang en abat. C'est pour lui une souffrance animale, alors que la veille, il lui mettait le henné, il prenait des photos avec lui. Donc là, c'est un traumatisme déjà. Et là, la perception va différer d'un enfant à un autre, mais il faut prendre en considération l'âge. Avant 7 ans, c'est très délicat parce que cet enfant, même si sur place, il va le vivre, il va faire le fort et agir normalement, mais au niveau de son organisme, il y aura une fréquence cardiaque qui va accélérer, des peurs qui vont s'engendrer, ils vont le suivre toute sa vie. Aussi des crises de panique qui peuvent faire des cauchemars durant les jours qui vont suivre. Et surtout, ce traumatisme va le suivre tout au long de sa vie. Il y a beaucoup de personnes adultes qui ont plein de phobies. Nous allons aborder ça. Et ça, c'est un traumatisme dans l'enfance. L'hémophobie, c'est la phobie du sang. Quand on creuse chez ces patients, généralement, il y a un traumatisme dans l'enfance. Donc, cet enfant, il faudra le protéger en essayant d'éviter la vue de cette action. Voilà, c'est festif et tout ça, donc il faut éviter le sang et tout ça. Chaque enfant, comment il va percevoir, mais c'est selon l'évolution de son émotionnel, l'aspect émotionnel. Donc les adultes également, ce n'est pas un manque de foi ou c'est juste dans leur tête. C'est un changement biologique qui fait qu'ils n'arrivent pas à voir cet aspect. Ce n'est pas dans votre tête si vous avez ce problème, c'est juste que l'émotionnel fait que vous ne tolérez pas la vue du sang et c'est tout à fait normal pour certaines personnes. Donc il faudra agir très précocement avec les enfants selon l'âge. À partir de 10 ans, généralement, ils sont curieux, ils veulent voir, ils veulent essayer, ça va. Mais avant 7 ans, essayons d'éviter cet aspect émotionnel qui ne sera malgré s'il va faire le fort, il y aura un petit traumatisme derrière. Donc, essayons de les protéger au maximum. Tout à fait. Donc, merci, Dr Abdelmoumen, d'avoir abordé ce volet psychologique en rapport avec cette fête de l'Aïd, surtout chez les enfants et les personnes qui ont une fragilité par rapport aux habitudes et justement, qu'est-ce qui se passe lors de cette fête de l'Aïd. Alors, vous nous avez laissé quelques questions via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Donc, une question pour vous, Dr Boudoucha. Donc, certaines personnes évitent complètement les légumes pendant l'Aïd et privilégient uniquement la viande. Alors, quel impact cela peut-il avoir déjà sur la digestion? C'est la constipation. Oui. C'est le problème numéro 2. Après cette sensation d'inconfort et de ballonnement, les gens consultent au bout de 2-3 jours pour une constipation, pour un ralentissement de transit qui devient désagréable. Il va persister avec des efforts de poussée, vous allez avoir des crises hémorroïdaires, des fissures anales. Oui. C'est très désagréable, c'est des douleurs intenses, parfois c'est des saignements pour la maladie hémorroïdaire interne. Et donc, pour éviter ces problèmes-là, il faut lutter contre la constipation et donc ramollir ces selles en augmentant l'apport en fibres. Les salades, la laitue, des légumes, des carottes, des betteraves, qui vont accompagner cette viande le jour de l'Aïd. Et bien sûr, essayer de boire maximum d'eau et bouger, bien sûr, pour faciliter le transit, parce que plus on est sédentaire, plus notre intestin est feignant et les mouvements ne sont plus là. Et donc, on va avoir ce ralentissement de transit qui est, je vous ai dit, le deuxième problème qui revient les jours de l'Aïd après le problème de ballonnement. Tout à fait. Donc, merci, Dr Boudoucha, pour votre participation avec nous aujourd'hui, pour tous les conseils que vous avez apportés par rapport aux personnes fragiles. Donc, c'était vraiment bénéfique et je pense que beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre ce soir ont eu des réponses à leurs questions. Merci à vous. Alors, aussi, Dr Azoun, une question pour vous. Donc, une téléspectatrice, docteur, est-il vrai que les personnes jeunes peuvent manger sans limite pendant l'Aïd parce qu'elles supportent mieux les excès? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La réponse est non, c'est clair. Donc, dans notre organisme, il y a toujours un équilibre entre les entrées et les sorties. Alors, si on fait un excès sur l'un de ces côtés, donc il va y avoir des conséquences néfastes pour la santé. Donc, excès d'apport
conséquences néfastes. Donc, défaut de sortie, également conséquences néfastes. Si on est en bonne santé, essayons de garder cette bonne santé justement en faisant de bonnes pratiques, on va dire quotidiennes, que ce soit sportive, activité physique et tout, mais aussi alimentaire. Donc, il faut bien manger, mais de façon équilibrée. Donc, dans l'assiette qui contient des protéines, elle doit contenir obligatoirement, comme ma collègue l'a dit, des fibres. Donc, il faut ajouter donc cette composante de légumes et tout qui va aider à la digestion et qui va éviter justement, va nous faire éviter cet excès de protéines et d'acides gras qui vont par la suite. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais demain, il va y avoir un retentissement. Donc, une personne en bonne santé, elle doit garder justement cette bonne santé en respectant l'équilibre de l'organisme entre les entrées et les sorties. Merci, Dr Azoun, pour votre participation et tous les éclaircissements que vous avez apportés. J'imagine que les femmes enceintes, les personnes qui souffrent de gouttes, tout le monde a eu les réponses aussi ce soir. Aussi, Dr Abdelmoumen Sarah, merci pour les conseils par rapport au volet psychologique pendant cette période de l'Aïd. Merci, Dr Widad. Je vous souhaite donc un heureux Aïd. Alors, ne soyez pas dans l'excès et surtout respectez l'émotionnel de chacun, quel que soit son âge. Tout à fait. Alors, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut pleinement profiter de cette période de l'Aïd tout en préservant sa santé, surtout une alimentation équilibrée, des quantités raisonnables et surtout une attention, on va dire, aux personnes particulières, aux personnes fragiles, peuvent éviter les complications. Encore une fois, Saha Aïdkom, profitez bien de cette fête de l'Aïd. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Prenez soin de votre santé. À bientôt.